Ici Sylvain Deshôtels du pôle d'expertise interordre en formation à distance, un projet de Campus numérique Québec dans les blocs de départ pour cet atelier où il sera question de storytelling comme levier pédagogique. À la fin de l'atelier, on vous invitera à collaborer sur notre grand mur qui servira vendredi à l'activité de clôture. Portez attention justement sur comment capter l'attention et favoriser la rétention d'informations. Ça peut être votre intention d'écoute pendant le prochain atelier. Je vous invite à vous exprimer, à poser vos questions dans le clavardage. Je reviendrai avec Marie-Claude à la toute fin. Là, on se garde, mettons, 10 minutes pour échanger avec vous sur vos impressions, les questions qui ont été soulevées en cours de route. C'est parti pour le storytelling en fade, adopter l'art du récit pour donner vie à ses contenus. Bonjour, Marc-Claude. Bonjour Sylvain. Notre animatrice est une ancienne enseignante de français qui fut aussi conseillère pédagogique. Elle est aujourd'hui conseillère en pédagogie numérique chez Collecto. Marc-Claude, bon atelier. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour vous parler d'un sujet qui est très près de mes intérêts personnels, professionnels aussi, là. En fait, comme le dit Sylvain, moi j'étais enseignante de français. Donc, la mise en récit, qui est la traduction du storytelling, a toujours été proche ou en tout cas un intérêt proche de mon cœur, un intérêt pour moi. J'ai toujours cherché à l'impliquer d'une manière ou d'une autre à ce que je faisais au travail. Et puis, dans les diverses années où j'ai eu à travailler en formation à distance, accompagner des équipes, c'est vite revenu comme étant vraiment un levier pour augmenter la qualité des activités, mais aussi l'engagement des personnes étudiantes. Avant toute chose, je veux vous donner un petit peu le rôle de héros dans mon histoire, qui est cet atelier. Une première petite partie interactive. Je vous propose de m'écrire dans le clavardage. Est-ce que vous voulez l'option A ou B? Donc, est-ce que vous voulez que je commence par me présenter ou bien est-ce que je commence par vous présenter, donc ce que je pense des personnes qui sont connectées en ce moment? Pour l'instant, c'est assez unanime. On est poli, on te laisse la place, hein? Clairement, clairement. Merci. Merci beaucoup. Ben justement, je vais donc y aller pour me présenter spécifiquement. Marc-Claude Riverain, conseillère en pédagogie numérique chez Collecto. Oui, j'ai été enseignante de français. J'ai été CP aussi au collégial à l'amélioration du français. Et c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, à travers différents mandats d'accompagnement d'équipes enseignantes dans leur transition vers la FAD. Et depuis quand même 2016, donc avant la pandémie, j'étais déjà de pied d'œuvre là, sur l'adaptation de contenu, sur les différentes astuces de gestion de classe à distance, etc. Fait que ça a toujours été là, dans mes mandats professionnels. Donc, vous voyez un petit peu l'arrimage là, que je fais entre ces deux thématiques-là. Et ben, là, de par mon rôle en ce moment, je donne beaucoup de formations en pédagogie numérique sur différentes approches, différents outils. Plus personnellement, un petit peu, donc moi, je suis maman de 2 jeunes enfants de bientôt 3 ans et 4 ans et demi. J'habite à Lévis, donc tout près de Québec. Et je suis une joueuse de soccer. Donc là, on n'est pas dans les bons Jeux olympiques pour parler de soccer. Ceci dit, je voulais quand même le mentionner parce que c'est dans mon ADN le sport d'équipe. Puis il faut quand même dire, je fais une petite blague là, dans la diapositive, j'incarne très bien l'expression l'important c'est de participer. Ça fait plusieurs années que je joue au soccer à chaque semaine. Je suis pas spécialement bonne au soccer, mais j'aime ça, j'aime ma gang. Puis j'ai cet attachement-là facile avec les équipes que j'accompagne aussi, donc je fais quand même un parallèle toujours avec ça. Puis l'histoire aussi, tout ce qui est par rapport au storytelling, ben vous le voyez dans mon approche à mes enfants aussi. Mes premiers tests avec l'intelligence artificielle,
j'étais en congé de maternité, ont été pour mes enfants. Donc, j'avais demandé à ChatGPT, un peu naïvement, je ne savais pas trop comment ça marchait. Est-ce que tu peux m'aider, générer une histoire pour m'aider, donner des leçons de vie à mes enfants? Donc, ça a été quand même mes premiers tests avec ChatGPT là, quand il était à ses balbutiements. Je vais vous poser la question. En fait, je reviens au sport. M'indiquer dans le clavardage, est-ce que vous en faites? On est pendant les Jeux olympiques, donc si vous n'en faites pas ou si vous n'êtes pas parent d'enfants qui en font, peut-être m'indiquer votre discipline olympique préférée. Donc, je veux en apprendre un petit peu plus sur vous. C'est drôle, Vincent, le GIF que vous avez envoyé parce qu'on est jaune dans mon équipe de soccer, c'est les jaunes. Fait que ça fit. Je lis les réponses. On a quelques personnes avec le ski de fond, le hockey. Je vois du golf, patinage artistique. Quelqu'un, Marie-Lynn, qui dit « Je pratique le taekwondo avec mes enfants et mon mari depuis maintenant 2 ans. C'est vraiment le fun d'avoir un projet comme ça, familial. » Valérie qui dit « Moi, je cours depuis septembre. » Vous êtes bonne. Je suis capable de courir après un ballon, mais courir dans la rue après rien, ça ne m'a jamais intéressée. Donc, je vous lève mon chapeau pour la course. Il y a beaucoup d'autres réponses, là, je ne passerai pas au travers. Isabelle qui dit Ringuette Mom et Hockey Mom. Donc, mes enfants ne sont pas encore dans ces âges-là, mais je sens que ça va venir aussi. Merci tout le monde pour le partage par rapport aux Jeux olympiques. Il y a beaucoup de réponses. Maman d'un petit joueur, donc ça, c'est Priscilla de hockey de 7 ans, d'une patineuse de 5 ans. Moi, j'aime la Zumba, j'adore aussi. Puis Vincent qui se fait encourager par sa fille dans la course. Ben merci. Donc, j'ai fait quand même une petite parenthèse sur vous pour en apprendre davantage. Je vais essayer de vous donner un exemple de ce que je pense. En fait, qui vous êtes, pourquoi spécifiquement, je pense que vous êtes parmi nous en cet après-midi. Je ne vous connais pas encore, je fais juste extrapoler. Si vous êtes ici, vous avez sans doute vécu la classe virtuelle. Donc, l'été une fois, on est en classe, on enseigne du contenu. Puis, on remarque, il y en a qui sont sur leur téléphone, les bras croisés, ils ne nous regardent pas vraiment, sont tout évachés. Puis ça, c'est quand on a les caméras devant nous. Ça peut être vraiment décourageant. Puis, un beau jour, un chat apparaît à l'écran. Puis là, l'intérêt... Oh mon Dieu, là, on se réveille, les étudiants, les étudiantes là, vont venir vraiment faire un lien. Oh mon Dieu, moi aussi, je vais aller chercher mon chat. Ça, je l'ai vu dans les cours. Puis, c'est d'aller chercher ce petit lien-là associé à nos contenus. Donc, admettons qu'on était en train d'enseigner des concepts de géométrie, etc. Je ne suis pas en maths, hein? Puis, on ajoute le chat à ça. Puis je dis le chat parce que c'est souvent un cliché sur les jokes de chat. Fait que ça parlait beaucoup. Fait que ça se peut que ça ait marché. Puis comment est-ce qu'on reproduit ça? Parce qu'on ne veut pas toujours parler de son chat ou amener son chat juste pour mousser l'engagement. Fait que ça, c'était ma version de qui vous êtes. Puis on va aller plonger là-dedans justement pour essayer d'appliquer ce principe-là, non pas du chat qui apparaît dans l'écran, mais de l'histoire qu'on peut apporter à partir d'un petit événement, d'une petite anecdote. Essentiellement, l'atelier est construit en 2 parties. Je vais vous donner quelques définitions, principes clés du storytelling. J'utilise le mot storytelling, je ne suis pas fan des anglicismes. C'est vraiment que je trouve que la mise en récit, c'est peut-être trop gros pour ce que c'est. Le raconter une histoire, je pense c'est à la portée de tout le monde. C'est pour ça que je préfère la version anglaise de ce concept-là. Puis, ensuite, je vais vous montrer différentes possibilités pour utiliser le storytelling en formation à distance. Le bout de plate, les définitions. Donc, la mise en récit par l'OQLF, c'est un procédé rhétorique qui consiste à employer la forme narrative dans le but de transmettre une information ou de convaincre. Donc là, je les ai mis en gras, transmettre une information, convaincre, on garde ça en tête. Le storytelling du côté du Cambridge Dictionary, c'est the activity of writing, telling or reading stories. Donc là, j'aimais qu'on va plus loin que
l'emploi de la forme narrative, on est aussi dans la réception du texte. Puis ça, c'est important dans l'approche de storytelling. Comment est-ce que ça va être reçu de nos personnes apprenantes, notamment. L'importance du storytelling dans le monde, en fait, nos bibliothèques sont pleines, regorgent de livres, d'histoires. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler le patrimoine culturel matériel. Des histoires, je peux les avoir entre mes mains, mais il y a aussi tout ce qui est immatériel. À travers le temps, on voit la tradition orale qui a évolué, donc la transmission de l'information de génération en génération. Ce n'est pas matériel. Puis là-dedans, on peut aller puiser beaucoup de mythes et légendes, des histoires pour assurer la sécurité de tous. Donc, on veut aviser quelqu'un de ne pas faire ceci, cela. On va mettre une situation, on va mettre des mots pour exemplifier tout ça, des chants autochtones. Donc, c'est vraiment le storytelling, partie intégrante aussi dans le patrimoine culturel immatériel. Le storytelling, les buts premiers, donc vraiment ce qui est au fondement du storytelling, susciter des émotions, stimuler l'imagination. Par le biais d'images évocatrices, de personnages dans lesquels on va se reconnaître, de situations drôles, de situations tristes, stressantes, humiliantes, réconfortantes, on va chercher les émotions, puis ça va avoir un effet direct sur la rétention, puis la retransmission de l'information. Les buts seconds, c'est pas étonnant qu'il y a de l'argent à faire. Donc, il y a peut-être d'autres utilités qui sont venues, qui sont issues du storytelling, donc informer, convaincre, sensibiliser, mobiliser. Il y a une grande partie du storytelling qui va être acheminée dans le monde marketing parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'argent à faire, des publicités qui parlent beaucoup, qui viennent nous toucher, qui vont nous faire rire, certaines qui vont peut-être nous faire pleurer. Certains me diront que je suis trop sensible. C'est vrai. Mais à tout ça, on peut en retirer des bienfaits aussi sur l'apprentissage, informer, convaincre, sensibiliser, mobiliser. Oui, on peut aller acheter des produits pour ça, mais clairement, il y a aussi des effets nets sur l'apprentissage. Des principes clés en marketing, on demande de connaître son public. Pour bien vendre un produit, il ne suffit pas de le connaître, il ne suffit pas de le décrire, de le mettre en valeur. Il faut lui donner une valeur aux yeux du public. Puis ça, on fait ça en connaissant notre public. Est-ce que ce sont des hommes, des femmes, autres? Est-ce que ce sont des personnes de quel âge, de quelle génération? Quelles sont leurs ambitions? Quelles sont leurs réalités familiales, sociales? Donc, toutes ces questions-là valent la peine parce qu'en pédagogie, c'est aussi vrai. D'aller rattacher les connaissances qu'on a de notre public sur les contenus qu'on va aborder, ça va permettre de les engager dans leurs apprentissages. Donc, il faut savoir où ils en sont dans leurs apprentissages, quelles sont leurs connaissances antérieures, etc., pour pouvoir les amener à développer ce qui est encore à développer en termes de savoir-être, de savoir-faire, etc. On va aller dessiner un petit peu. En fait, c'est qu'il y a deux manières de voir le storytelling dans le contexte de l'enseignement et de l'apprentissage. D'un côté, je peux aller rejoindre les élèves dans leur monde, dans leurs intérêts. Pour ça, il faut bien les connaître. Ou bien, parce qu'on sait que c'est difficile en formation à distance de créer le lien, cette relation pédagogique-là qui est un peu... qui est plus difficile à établir lorsqu'on est distancé par un écran et par la distance aussi géographique. Mais on peut décider de les amener dans notre monde, dans notre quotidien. C'est aussi une approche qui est possible. Puis, il y a l'approche entre les deux. Ça, je le vois comme des inside jokes. On développe des référents mutuels, puis c'est là-dessus qu'on va bâtir notre relation pédagogique et bâtir aussi nos histoires. Je vois qu'il n'y a pas d'intervention dans le clavardage, là, mais n'ayez pas peur de m'interrompre au besoin. Je vous donne 3 mots d'ordre, donc assez simples. Avant de commencer, j'ai une main levée déjà. Agatha.
Est-ce qu'on peut donner la parole, Sylvain, ou on est mieux d'attendre? Ben oui, on peut écouter Agatha tout de Ouais? suite. OK. Ah, c'est OK. Ah, Elle c'était voulait meilleur. réagir, Bon, mais elle a levé sa main. Ben bonjour Agatha, parfait. ça me fait plaisir que tu sois là. On continue. On peut continuer. Donc, je vous donne 3 mots d'ordre à retenir pour établir les bases de bonnes histoires, du storytelling, si on veut, en pédagogie. D'abord, la crédibilité. Qu'on se retrouve dans la vraie vie ou dans un monde imaginaire, la situation doit pouvoir se rattacher à un vécu qui est crédible au sein de la réalité dans laquelle on est plongé. On peut être sur le dos d'un dragon. On est dans l'imaginaire. On peut même parler au cellulaire en étant sur le dos d'un dragon. C'est le monde que j'imagine. Jusque-là, c'est crédible. Mais là, est-ce que je peux être dans l'espace en parlant au cellulaire sur le dos d'un dragon? Oui et non. Parce que là, j'ai ajouté le cellulaire. Donc, je suis quand même dans des temps modernes. Dans les temps modernes, je sais que je ne peux pas être dans l'espace sur le dos d'un dragon. Donc là, un peu trop de détails vient défaire la crédibilité de mon histoire. Donc, on recule un petit peu. Deuxième mot d'ordre, la simplicité. Ben justement, l'exemple que j'ai donné, je suis allée un petit peu trop complexifier les choses. J'ai ajouté trop de détails, puis là, je suis allée trop loin. On ramène à ce qui est plus simple, parce que des fois, bon, je fais le parallèle là, quand on est sur, quand on ment, on est dans le mensonge. Ben des fois, on donne trop de détails, puis c'est là que, il me semble que j'ai un petit doute sur ton histoire. C'est la même chose. La simplicité va nous permettre de garder le cap sur notre public, puis notre cible et nos objectifs. On élimine le superflu, on conserve l'essentiel, les émotions, le message, le but. Moi, je trouve ça très crédible d'être sur le dos d'un dragon. Ça se peut dans mon monde à moi, dans mon imaginaire à moi. C'est trop loin pour vous? Je vous agace. J'adore les partages en clavardage. Troisième et dernier mot d'ordre à garder en tête, c'est le suspense. Je ne parle pas ici de suspense en termes de stress. On n'est pas dans un scénario de Stranger Things, puis où est-ce qu'on veut aller augmenter l'anticipation, l'angoisse pour être sûr d'accrocher la personne. On veut l'accrocher, mais dans les limites que le permet le contexte d'apprentissage. Donc, notre objectif, ce n'est pas de stresser la personne. C'est une mise en intrigue qui va inviter la personne apprenante à essayer de prévoir la suite. Donc, c'est ce que je veux dire par le suspense. Oui, effectivement, Guy Paul qui dit on peut porter un habit de cosmonaute avec un sel sur le dos d'un dragon. Là, on vient d'ajouter la petite dose de crédibilité qu'on avait perdue avant, parce que là, on le sait que dans le monde moderne, ça nous prend cet habit-là. Bon, je referme la parenthèse de mon monde crédible, imaginaire. J'étais prof de français, comme je l'ai dit, donc je vais quand même apporter quelques notions de français. Tout d'abord, quand je parle d'émotion, des fois, ça transite par des mots simples. Quel malheur! Génial! Donc là, on est dans l'exclamation. Et pourtant, 3 petits points. Donc ça, c'est des petits mots, de la ponctuation très simple, à la portée de tout le monde, qui viennent ajouter, donc on est dans l'émotion, on ajoute cette valeur-là à notre histoire. Je l'ai mis le petit, c'est pas un chronomètre, cette image-là, hein, vous la voyez, pour parler du tempo, le rythme. Métronome, merci. L'idée de métronome, souvent les phrases courtes, les répétitions, les énumérations vont créer un rythme. J'ai envie d'en lire plus, j'ai envie d'arriver à la fin de cette énumération-là. Donc, c'est pas d'allonger nos phrases éperdument, mais c'est vraiment de cette idée de rythme-là, de saccade, à la limite même de rime. Des fois, des rimes, ça vient accrocher notre auditoire. Des adjectifs, des adverbes, c'est tellement impressionnant, c'est une vue fantastique, phénoménale. On vient ajouter une couleur à notre histoire, puis c'est très simple à utiliser. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin, les métaphores d'autres figures de style peuvent vous aider aussi.
Merci Sonia pour la précision sur le métronome. Je le dirai comme il faut la prochaine fois. Bon, j'ai d'autres notions de prof de français. D'un côté, j'ai le schéma narratif. Je vous ramène au secondaire. Situation initiale, l'élément déclencheur, les péripéties, le dénouement, la situation finale qui ouvre sur peut-être la situation initiale d'une autre histoire ou de la suite de l'histoire. Je peux le voir aussi d'un autre œil avec le schéma actentiel. J'ai mon héros, la personne apprenante idéalement, avec qui vient émettre ou recevoir l'objet de la quête. J'ai la personne qui va venir m'aider en cours de route, celles qui vont me donner des obstacles. Donc ça, c'est des notions qui existent sur comment bâtir des histoires structurées, etc. Mais vous n'avez pas besoin d'être prof de français pour faire du storytelling. Vous n'avez pas besoin de penser à des structures complexes, ni même complètes pour utiliser cette approche-là. Je vous ramène à la tradition orale. On n'a pas besoin d'être structuré, juste de communiquer notre émotion. Donc, ne vous mettez pas plus de pression pour atteindre ces schémas-là. C'est pas là où je veux aller. Dans les prochaines minutes, je vais vous présenter des exemples concrets de comment est-ce qu'on peut intégrer le storytelling dans nos approches d'enseignement et d'apprentissage. Je veux que vous imaginiez leur application dans votre contexte. Certaines stratégies vont être plus faciles que d'autres, plus adaptées à certains contextes que d'autres. Donc, demandez-vous à chaque fois qu'est-ce que vous pourriez en retirer, puis de quoi vous pourriez vous inspirer aussi pour y arriver. Donc, on construit ça ensemble. Je vais commencer par vous donner un exemple. C'est du contenu que je présente dans une autre formation que j'ai l'opportunité d'animer de temps en temps. Donc, c'est une formation qui porte sur les salles de sous-groupes en classe virtuelle. Vous avez sans doute vécu des problématiques. On envoie nos élèves, on les distribue dans des salles de répartition, puis c'est pas en train de réaliser le travail que j'ai demandé. Donc ça, j'ai monté une formation, si on veut, pour accompagner les acteurs, les actrices de la formation à distance dans l'utilisation de... Oups, je me suis dépassée. Des salles de sous-groupe. Je vais vous montrer cet extrait-là d'une autre formation. Je commençais vraiment par cette approche de storytelling où j'ai la prof qui donne les consignes. Aujourd'hui, je vous place en équipe de 3. Vous devez improviser une scène entre un agent de voyage, un touriste, blablabla. Voici mes consignes. Référez-vous à tel document manuel. Vous avez 20 minutes à partir de maintenant. Enter. Et on distribue les élèves dans les salles de sous-groupe. Passe dans les salles de sous-groupe, donc c'est à gauche en bas. On a un étudiant qui dit « J'ai pas encore reçu ma note pour l'exercice de la semaine passée. Est-ce que vous l'avez reçu? » L'autre étudiante qui dit « Là, c'est qui fait quoi? Moi, si je suis observatrice, est-ce qu'il faut que je prenne des notes ou juste que je regarde? Puis là, si je prends des notes, faut-il que je les dépose à quelque part? » Puis de la troisième élève qui dit « C'est obligatoire de présenter un pays de la page 46. J'aimerais mieux en choisir un qui n'est pas dans la liste. » Donc, toutes ces questions-là qui empêchent la réalisation de l'activité. L'enseignante observe ça, a circulé dans les sous-classes virtuelles, puis vous dit « OK, là, je vous ramène, il y a beaucoup trop de questions, on reprend ça. » La prof se pose comme question « Qu'est-ce que j'aurais dû faire différemment? » Donc, ça, c'est l'extrait d'une formation. Puis après ça, toujours dans la formation que je donne, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cette enseignante Marie-Christine? Qu'est-ce qu'on lui suggère? Parce que trop souvent, elle va être découragée, déçue, frustrée. Donc, j'aurais pu partir de ce contenu-là, puis simplement énumérer les problématiques. Au lieu de ça, j'ai voulu les représenter, les faire vivre. Et ça, c'est tiré, puis je fais écho aux commentaires d'Amélie dans le clavardage, c'est tiré de choses que moi, j'ai vécues. Lorsque je faisais des cours à distance, je répartis mes élèves, puis je me rends compte que ça ne marche pas, je les ramène. Fait que ça, c'est une expérience vécue, puis je l'ai illustrée pour illustrer mon propos. Puis je reviens là à ce que je disais tout à l'heure, je ne suis pas allée dans le schéma actentiel, dans le schéma narratif. J'ai utilisé format BD
des personnages, des bulles de texte. Puis je suis allée jouer avec les émotions parce que je sais que c'est de la frustration qu'on a à peu près tous et toutes vécu. Puis je vais revenir tout à l'heure avec le concept d'anecdote, Amélie, là, auquel vous faites référence. Autre anecdote, justement. Un exemple, parce que lorsque j'étudiais pour être prof de français, dans un de mes cours de linguistique, la professeure ramenait des exemples, sa fillette de 4 ans, puis son mari italien. Donc, elle utilisait ces personnes-là de sa réalité à elle pour illustrer comment enseigner le positionnement de la langue dans la formation de certains mots. Des années plus tard, je ne me souviens pas exactement de tous les contenus. En fait, je m'en sers même plus au quotidien. Je n'enseigne plus le français. Ceci dit, maintenant, j'ai 2 enfants qui apprennent à parler, qui forment des sons. Ces exemples-là m'ont marqué. Parce que là, justement, je sais que mes enfants développent le langage de telle façon. Puis je sais aussi que mon beau-frère américain, lorsqu'il nous parle en français, s'il a de la difficulté à prononcer certains mots, c'est parce que sa langue n'a pas appris à se positionner d'une certaine manière dans sa bouche. Donc, ce n'est pas des contenus théoriques que je suis capable d'appliquer puis de réactiver, mais j'ai la connaissance globale de ces concepts-là parce que je me souviens très bien de la fillette de 4 ans puis de son mari italien. Puis, je ne suis pas prête à dire que c'est à chaque cours qu'elle en parlait, mais sur plusieurs contenus, elle revenait à ces 2 personnes-là pour ancrer ces exemples. Donc ça m'a marqué, puis c'est une preuve que le storytelling a son effet sur la réception qu'on a des contenus. D'autres exemples, puis toujours, je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure quand j'avais fait faire des dessins, là, j'avais dit on peut soit se coller à la réalité de nos élèves ou de la réalité de la nôtre. Là, on est plus dans la nôtre. Quelques possibilités techniques qu'on peut mettre en place pour enrichir nos histoires. D'abord, l'arrière-plan virtuel qui vient raconter une histoire. Donc ça, on peut le changer dans Teams, dans Zoom. C'est facile. Maintenant, la plupart là, des plateformes de visioconférence le permettent. Donc, dépendamment de l'histoire que je suis en train de mettre en place. Donc là, ici, je pourrais être sur le dos de mon dragon dans ce cas-là. Ça vient juste ajouter une petite valeur de plus. Je peux aussi faire jouer une musique de fond. Je pourrais mettre un bruit de vent. Je sais qu'il n'y a pas de vent dans l'espace, là. Mais on l'imagine tous un peu. C'est ce qu'on imagine dans notre tête. Je sais qu'il n'y a pas de vent dans l'espace. Donc, une musique de fond, très calme, pourrait effectivement venir contribuer à l'histoire puis à l'immersion dans cette histoire-là. Je vous ai mis les détails techniques dans Zoom si vous voulez partager une musique de fond. Donc ça, c'est disponible dans le document de présentation. Là, je ne ferai pas de partage d'écran pour vous le montrer. Et dans Teams aussi, donc lorsqu'on partage du contenu, on peut choisir de cliquer sur le bouton « Inclure le son de l'ordinateur ». Ça fonctionne. Je me suis déjà fait poser la question, oui, mais est-ce que ça ne va pas déconcentrer? Effectivement, je n'irai pas mettre de la grosse musique avec de la parole pendant que je suis en train de parler. Je vais choisir la trame musicale de fond. Peut-être si je suis en train de donner l'exemple dans un café, là, je pourrais aller chercher, je sais que ça existe sur YouTube, là, des bruits ambiants de café sans que ça soit dérangeant pour l'auditoire. Merci beaucoup pour les commentaires, je les lis. Autre procédé technique qu'on peut utiliser, puis vous le remarquez, là, je le fais beaucoup, en ajoutant des personnages dans vos diaporamas. Donc, dans PowerPoint, pas besoin de s'enfarger dans les fleurs du tapis là, pour j'ai-tu le droit d'utiliser cette image-là, etc. Il y a des icônes qui sont disponibles qui sont très, très, très variées. Là, donc, on peut mettre des vignettes de personnes ou des personnages de dessins animés, dépendamment du niveau de réalisme dont vous avez besoin. Puis ça, justement, on peut donner des personnalités, des noms, des qualités, des défauts
à ces personnages-là, puis les faire revenir. Mais ça, j'en parle encore plus loin. Lorsqu'on veut aller plonger dans le monde de nos élèves, dans leur réalité, on peut référer à des personnages ou à des personnalités qu'ils aiment ou qui les font réagir. Il y a Taylor Swift qui a une grande base de fans. Donc, il y a de bonnes chances que vous ayez des fans de Taylor Swift. Ben, on pourrait utiliser ça pour rattacher certains de nos contenus. Juste le fait de référer à Taylor Swift, c'est très émotion. C'est dans les émotions pour certaines personnes. Des séries télé qu'ils aiment, des acteurs, des sportifs. Donc, on peut aller quand même dans plusieurs mondes. Pas besoin, là, j'ai parlé de Taylor Swift, là, on n'a pas besoin de se limiter à ça. Mais c'est ça, des animateurs qu'ils aiment, des YouTubers qu'ils aiment, des TikTokers. Voilà. Je vous donne un exemple. Je pourrais avoir une influenceuse qui doit faire un choix entre deux partenariats concurrents. Le premier étant peut-être plus lucratif, le deuxième étant peut-être plus en lien avec ses valeurs. Donc, on va utiliser, on va, comment dire, c'est un prétexte. On va utiliser cette situation-là pour la transférer dans une situation donnée. Donc, par exemple, comme Léane, vous devez faire un choix pour augmenter la visibilité de votre petite entreprise. Le partenaire A vous permet de blablabla. Le partenaire B vous permet de quel choix faites-vous. Puis on rattache ça à une situation peut-être qui est existante chez une jeune influenceuse qui connaissent. Exemple très simple. Là, j'ai vu beaucoup de... J'aime que tu parles en termes de besoin de réalisme. Ça aide à se recentrer sur la pédagogie plutôt que sur la préférence. Le 6-7, mes enfants ne sont pas encore dans cet âge-là. J'ai la chance d'avoir été épargnée. Puis, ben ça, c'est souvent plus facile à dire qu'à faire de trouver des référents. Qu'est-ce que nos élèves aiment, quels sont leurs intérêts, leurs centres d'intérêt, leurs loisirs, etc. Ben, ça, c'est en leur demandant. Puis, j'y viens tout à l'heure, je le sais qu'en formation à distance, c'est plus facile à dire qu'à faire, de connaître nos apprenants. Autre exemple, puis là, on est vraiment dans les lieux communs, des situations plutôt neutres. Je viens juste illustrer des situations. Donc, par exemple, à la suite d'un récent incendie chez les Dion, vous devez redessiner leur escalier. Mettons qu'on est dans une technique d'architecture ou de je ne sais trop. Vous devez redessiner leur escalier intérieur en tenant compte des mesures suivantes. Propriétaire d'un milieu en garderie familiale, d'une garderie en milieu familial, je vais le dire dans le bon ordre, les Dion vous demandent aussi de blablabla, et voici la consigne. Donc, pour un exercice qui habituellement aurait été des chiffres, des contraintes, la consigne, ben là, on est venu ajouter une valeur émotionnelle, des personnages. Là, oups, si on a une garderie en milieu familial, peut-être que je viens chercher les mamans dans mon auditoire. Aussi simple que ça. L'idée, c'est de donner vie au contenu. On ne fait pas juste calculer les dimensions d'un escalier, on le conçoit en ayant en tête une famille spécifique avec leurs besoins précis. On peut aussi faire revenir des personnages. Ça, c'est un exemple, j'étais en train de lire, un exemple que j'ai utilisé pour illustrer beaucoup le storytelling dans les dernières années. À ma question, qui est très drabe, quel groupe sanguin est appelé donneur universel, choix de réponse. Mais là, j'ai plutôt Nadine. Nadine participe régulièrement à des collectes de sang. Son groupe sanguin est très sollicité puisqu'elle est considérée donneuse universelle. Quel est le groupe sanguin de Nadine? Même choix de réponse. Mais là, j'ai Nadine en tête. Puis Nadine, ben, elle peut ponctuer l'ensemble de mon évaluation, l'ensemble de l'activité d'apprentissage. Puis là, en tant qu'apprenant, apprenante, j'ai en tête Nadine comme personne qui est donneuse universelle. Puis je me rattache à ce concept-là, que je peux m'en souvenir un peu plus longtemps. Donc, les effets sur la mémorisation sont là. On peut leur faire vivre des situations authentiques, crédibles,
Ou on peut aller aussi dans l'exagération, parce que là, on peut aller chercher l'humour aussi. Donc, à l'épicerie, Stéphane constate que les melons d'eau sont en rabais. Quelle offre alléchante, hein? Vous voyez les mots que j'utilisais tout à l'heure. Il décide d'en acheter 28. De retour à la maison, Stéphane sort son livre de recettes préféré, aiguise son couteau, commence à découper ses melons. Vous voyez ici l'énumération. Puis là, on insère un problème mathématique avec le chiffre 28. Je fais rire mes apprenants. J'ajoute de l'extrême, de l'exagération, justement 28 melons d'eau, voyons donc. Donc, on peut être dans le loufoque. Les exemples précédents concernaient surtout le traitement des contenus, comment modifier des consignes, construire des mises en situation, illustrer des concepts. On peut aussi profiter des aspects techniques associés à la FAD pour augmenter donc tout ce que je disais tout à l'heure sur le son ambiant, l'arrière-plan, etc., pour augmenter les interactions avec les élèves. La dernière fois, j'ai donné cette présentation-là. On m'a dit, oui, mais comment est-ce que je peux aller chercher? J'ai de la difficulté à aller les rejoindre, à les connaître. Donc, si vous manquez d'inspiration, vous craignez ne pas les rejoindre dans leurs intérêts, avec pertinence, avec justesse. Des fois, 6-7, je ne comprends pas l'intérêt de ça. C'est peut-être pas la bonne référence pour moi, aller la chercher. On peut se baser sur les passe-temps, les passions des jeunes ou des apprenants qui sont devant nous. Donc, est-ce que ce sont des thématiques, en fait, qui sont plus durables, plus neutres? Si vous ne voulez pas remettre à jour constamment vos contenus au gré des intérêts, ça peut être une bonne avenue. Si vous savez que les jeux vidéo, généralement, les jeunes qui sont devant vous triplent là-dessus, c'est peut-être une thématique qu'on peut aller chercher. La bonne bouffe, la photographie, le voyage, les animaux, les sports, la randonnée, tout ça peut alimenter nos histoires. Il y a aussi, tant qu'à parler de formation à distance, le positionnement géographique. Des fois, on a des étudiants à l'international. C'est une bonne opportunité pour faire connaître leur milieu de vie, leurs habitudes qui sont différentes des nôtres, leurs référents culturels différents. Donc, on peut aller aussi puiser là-dedans. Encore une fois, ça a bougé beaucoup dans le clavardage. Je vais juste m'assurer. Oui, c'est PowerPoint pour le visuel de la présentation. Les exemples sont-ils issus de références précises ou peut-on en élaborer de similaires en les adaptant au contexte pédagogique et au contexte concept étudié en classe? Tout est adaptable. Dans ce cas-là, souvent, je me suis inspirée de discussions que j'ai eues avec des profs, d'idées qu'on a brassées ensemble. Et c'est vraiment des suggestions, puis tout ça peut être transféré assez facilement. Moi, je prends beaucoup de plaisir, mais je l'ai dit, j'étais prof de français. Je pense que c'est très inné en moi, la volonté de raconter des histoires. C'est pas le cas de tout le monde. Donc, c'est pour ça que je voulais vous présenter des exemples différents, mais aussi peut-être des astuces ou des idées d'où aller puiser de l'inspiration. J'ai été démasquée par Jean-François sur les fonctionnalités de PowerPoint que j'ai utilisées. Je vais poursuivre. Comment on peut aller trouver justement quels sont leurs passe-temps, quelles sont leurs passions, où est-ce qu'ils sont? La réponse est simple, peut-être un peu plate, me direz-vous, c'est de leur poser des questions. Je vais vous faire un petit clin d'œil. En début d'activité, je vous ai posé des questions. Est-ce que vous faites du sport? Est-ce que vous écoutez les Olympiques? Quelle discipline vous regardez puis vous intéresse le plus? C'est un petit peu ça l'objectif. C'est des questions toutes simples que j'ai posées en début d'activité et qui, aujourd'hui, à 15h39, me permettent de ramener le fait que Sylvain m'a parlé du ski de fond comme étant sa discipline préférée. Même chose que Marie-Ève. Donc là, j'ai deux personnes qui ont la même discipline préférée. Je peux aller, j'allais dire patiner là-dessus, faire de... L'image n'est pas parfaite. J'ai Agatha qui me disait qu'elle fait du roller derby. Donc, je pourrais avoir à un moment donné un exemple là-dessus. Deux personnes qui m'ont parlé du hockey. Je pourrais faire intervenir des fois des joueurs populaires. Donc, c'est par des questions toutes simples. On se garde une copie du clavardage comme j'ai fait tout à l'heure. Et puis, ça me permet, une fois de temps en temps,
de sortir de mon chapeau une thématique ou un sujet de récit qui va attirer ou qui va intéresser certaines personnes, peut-être plus que d'autres, on en convient, mais à faire le tour comme ça, on peut assez bien aller chercher l'information dont on a besoin. Nathalie qui dit, est-ce que tout cela a la même efficacité avec des adultes en milieu de travail, entreprise de performance dans le domaine financier, par exemple? Moi, je crois que oui. Je suis très biaisée, comme je l'ai dit, parce que j'aime beaucoup cette approche-là. Suffit de trouver peut-être les bons leviers, les bonnes thématiques, les bonnes histoires. Peut-être que eux, là, l'histoire des melons d'eau, ça les intéressera pas. Mais le fait que je parle que moi, j'ai été traitée de telle façon, puis je dis n'importe quoi, là, dans une banque, il y a X années, j'ai vécu ça, maintenant ça se transforme en ça, ben là, je viens leur parler. Puis là, j'ai illustré le contenu d'une manière qui peut peut-être aller les chercher un peu plus. Puis il y a des réponses à ça, donc je vous laisse aller dans le commentaire. Merci Gabrielle, Marielle, je vous salue. Bon. En 2026, on peut difficilement donner une formation sans parler de l'intelligence artificielle. Je voulais simplement en glisser un mot pour vous donner des outils de plus. Si vous cherchez à mettre en application l'approche de storytelling, mais vous ne savez pas par où commencer ou vous ne savez pas très bien comment ficeler vos histoires pédagogiques, on peut, par exemple, tout simplement générer le gabarit de scénarisation pédagogique d'une capsule vidéo. Admettons qu'on est dans l'asynchrone, on veut créer une capsule vidéo. Pour chacune des séquences, on va demander des propositions, ou on peut le faire vide ou on peut le faire remplir avec des propositions. Vous gérez votre requête comme vous voulez. Donc, un espace pour le contenu textuel, le contenu audio, le contenu visuel, une idée du minutage. Donc, je peux lui dire, je veux une capsule vidéo de 5 minutes. Propose-moi un minutage cohérent. Des notes, des recommandations pour chacune des scènes ou des séquences. Donc, ce tableau de conception peut être rempli à partir de documents existants. Ça peut être des propositions à partir de son imagination ou bien complètement vierge, puis vous remplissez. C'est un outil. À droite, j'ai fait le test. Je suis partie. OK, je me suis mis des liens. Je voulais juste vérifier. Je suis partie de l'exemple du groupe sanguin. Question avec Nadine. Donc, Nadine, qui est notre donneuse universelle. J'ai demandé, en fait, je voulais aller chercher d'autres questions. Je suis allée dans Quiz Wizard, qui est un outil de génération de cartes éclairs, des questions d'évaluation, etc. Je peux lui donner une référence, donc lui dire créer des questions à partir de ce document, à partir de cette page web ou à partir de ses connaissances, puis il va chercher n'importe quoi. Donc, dans ce cas-là, je suis allée dans Quiz Wizard, je lui ai demandé de me générer des questions sur les groupes sanguins, ou en tout cas le sang, là, je ne me souviens plus comment j'avais formulé ça. Puis ensuite, donc, il m'a généré des questions. Ce que j'ai fait, puis c'est là où je vais faire un test, je n'ai pas testé ça tout à l'heure. OK, ça marche. Je vais vous montrer les résultats. Je vais cliquer tout de suite pour vous ouvrir mes deux fichiers. Petite latence, veuillez m'en excuser. OK. C'est normal que vous ne voyez plus mon écran. Je change de fenêtre. OK. Donc, j'étais dans Quiz Wizard. Je lui ai dit, je veux, je ne sais plus là, peut-être une dizaine de questions sur les groupes sanguins. Donne-moi des questions, des choix de réponse. Ça, c'est le document qui m'a été généré. En fait, je lui ai dit de me le sortir en Word. Là. Dans la plateforme, ça le crée numériquement. Je ne sais pas comment dire. Bref, je lui ai demandé de m'extraire ça en Word. Quel est le groupe sanguin universel donneur? On voit qu'il y a quand même de l'édition à faire ici, mais c'est essentiellement, moi, ma question que j'avais tout à l'heure.
Donc ça, j'avais besoin d'une base. J'étais prof de français, pas du tout prof en soins infirmiers. Donc c'est pour ça que je suis allée chercher de l'aide de QuizWizard. Ensuite, je suis partie avec ce document Word-là. Je suis allée dans le copilote. Dans le copilote, je lui ai dit, voici comment j'ai traité la question sur le groupe sanguin donneur universel. Puis là, je lui ai mis la situation de Nadine. Et je lui ai dit, reproduis ce modèle-là qui est scénarisé, storytelling, qui est mis en récit sur les autres questions de ce document-là. Puis ça, c'est mon deuxième. Donc, j'ai mon Nadine participe à une collecte de sang. Puis là, il a décidé de faire apparaître Karim et Élise. Ça ne vient pas de moi. L'infirmière explique que l'un d'eux possède le groupe sanguin considéré comme donneur universel. Quel est ce groupe sanguin? Donc, il a changé ma question, mais ça reste dans le même esprit. Et il l'a appliqué pour toutes les autres questions. En révisant leur examen, Élise demande lequel des trois ne contient ni anticorps, ni anti-A, ni B, etc. Quel est ce groupe sanguin? Donc là, j'ai quand même sauvé pas mal de temps sur la production de questions qu'on peut ajouter dans nos évaluations, dans Moodle, etc. Et j'ai aussi sauvé beaucoup de temps peut-être pour les personnes qui manquent d'inspiration, qui ne savent pas comment mettre en récit des questions en partant de quelque chose qui est très drabe et difficilement peut-être personnalisable. Voilà, je vais reprendre la présentation. Ah, c'est le volet suspense, oui, le temps d'attente quand je vous faisais attendre. Tout était pensé. Bon, là, il faut que je replace mes écrans. Voilà, OK, c'est reparti. Donc, si on manque d'inspiration, si on ne peut pas consulter forcément nos apprenants sur quels sont leurs intérêts, leurs passions, on n'a pas cette possibilité-là, ou en tout cas, on n'a pas le temps, voyez-le comme vous voulez. Si on est en asynchrone, c'est certainement plus difficile d'aller trouver leurs besoins, leurs intérêts, mais on peut générer des questions comme ça, s'aider d'outils liés à l'intelligence artificielle générative. Donc, QuizWizard pour générer les questions. J'ai extrait ça en Word, j'ai déposé ça dans Copilote, je lui ai demandé de me mettre ça en récit. Beaucoup de temps sauvé sur le syndrome de la page blanche. Il ne reste plus qu'à éditer puis qu'à diffuser par la suite. Je l'ai mentionné tantôt en faisant référence à une autre formation que j'ai donnée sur les salles de répartition en formation à distance. Ça peut être très intéressant de leur donner des choix. On peut leur demander, donc, on peut utiliser le storytelling pour faciliter la collaboration puis l'apprentissage actif en leur disant, voilà, dans la salle 1, vous aurez le dilemme de Cynthia. Dans la salle 2, c'est le casse-tête de Mamadou. On met les liens vers les documents. On met les liens aussi vers les consignes propres à chaque situation et on les invite à circuler pour réaliser chacune des mises en situation. Puis en équipe, ils peuvent partager, etc. Donc ça, c'est très l'histoire dont vous êtes le héros. Ils peuvent avoir le choix de se déplacer. Puis on veut les amener à collaborer aussi dans la résolution de problèmes spécifiques rattachés à une personne. Puis après ça, on peut référer, OK, puis là, qu'est-ce que vous avez proposé à Mamadou spécifiquement? Puis là, ça décore un petit peu cette personne-là selon la mise en situation qu'on aura mise en place. Tout à fait, les études de cas sont une forme de storytelling. Clairement, si vous en aviez déjà, vous faisiez déjà du storytelling, c'est bien vrai. Autre intervention de Gina, je pense que ce genre d'interaction les aide à s'habituer à travailler en équipe et à commencer à se connaître, surtout dans un groupe très hétérogène. Effectivement, je ne l'ai pas mentionné, mais c'est vrai que des fois, de les mettre en action en leur demandant de se présenter, de commencer à se connaître, ça peut être malaisant pour certaines personnes, ça peut être un bloquant ou ça peut déraper pour les personnes qui aiment beaucoup ça jaser. Donc, de ramener ça sur des situations spécifiques
qui sont tenus par des personnages. Ça peut aider à recentrer sur l'activité en cours, tout en créant des liens, justement, facilitant ces discussions-là. Et ça peut être un parcours aussi. Donc, tout à l'heure, je parlais de l'idée de choix entre les salles. Ça peut être aussi vu en parcours. Donc, j'ai une première salle dans laquelle j'ai une activité, une mise en contexte, donc ma situation initiale là, dans mon schéma narratif, avec un élément déclencheur. Ensuite, lorsque j'ai traversé cette lecture ou ce visionnement ou cette partie de consigne, je passe à la salle numéro 2 dans laquelle je vais retrouver la résolution du problème, l'étape 1, ensuite, etc. Bref, vous voyez, cette idée de parcours-là peut être reproduite dans les salles de répartition. Donc, idée très intéressante aussi pour les cours synchrones. Lorsqu'on est à distance, peut-être autant synchrone qu'asynchrone, en fait, là, la ludopédagogie, cette idée, encore une fois, de parcours, je peux faire un jeu d'évasion avec Google Forms, donc un formulaire avec des restrictions. Je peux faire une histoire dont vous êtes le héros avec les embranchements de Microsoft Forms. Donc là, ce sont des suggestions un peu plus techniques que je vous donne, mais c'est quand même des stratégies que j'ai soit moi-même exploitées, soit travaillées avec des profs qui les ont exploitées. Ou un parcours séquentiel avec le module Game Map de H5P ou encore l'activité leçon dans Moodle pour cette idée de choix et cette idée de parcours de progression dans les activités d'apprentissage. C'est ce qui mettrait fin à ma partie. Donc, je vous invite, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vais déjà lire l'intervention de Catherine dans le clavardage qui dit « Je travaille en asynchrone et je me demande comment trouver un équilibre pour ne pas que le storytelling ajoute une complexité de compréhension pour l'étudiant. » Effectivement. Je ne l'ai pas mentionné tout à l'heure, juste le fait, l'exemple du donneur universel, quel est le donneur universel, versus de lire 5 lignes sur Nadine qui arrive dans une collecte de sang. Pour les problèmes connus en lecture, ça peut ajouter une surcharge. Donc, effectivement, en asynchrone, puisque ce sont des contenus autoportants, ça peut être difficile en lecture. Peut-être que de le penser avec des mises en situation scénarisées dans des capsules que les étudiants doivent visionner avant de mettre en application avec des consignes plus courtes. Ça pourrait être une manière d'aller chercher peut-être nos étudiants qui pourraient s'égarer dans les lectures plus longues. On a fait le tour des questions. Bravo, Marie-Claude, d'avoir géré questions et présentations à la fois. On a passé au travers de ce qui avait été soulevé par nos participants nombreux et d'horizons différents. Je pense que les contenus que tu nous as amenés vont servir bien au-delà des établissements d'enseignement. Il y a des gens de tous les ministères, organismes, entreprises qui t'ont écouté cet après-midi et qui vont pouvoir tirer profit de techniques fondamentales qui s'adressent à tous les groupes d'âge, comme on l'a vu aussi dans le clavardage tantôt. Merci beaucoup. Ben, ça me fait plaisir. Puis je vois beaucoup les commentaires. Là. Il y en a quelqu'un qui dit, si je me trompe pas, je ne sais pas si je me trompe, mais ça va vite. Je crois que l'on peut adopter cette technique pour lancer la séance sans qu'elle soit nécessairement en lien direct avec le thème abordé. Ben, effectivement, pour la relation pédagogique, c'est une bonne stratégie. Puis si vous n'avez jamais fait le storytelling ou en tout cas mis en place dans vos contenus spécifiques, ben, c'est peut-être un premier pas dans cette direction-là, effectivement. Absolument, c'est un bon conseil. Alors, merci pour effectivement, la présentation très claire. C'est souligné par nos participants. Un petit merci en passant au mari italien et à la petite fille de 4 ans, qui a quand même initié tout ça, là, quelque part. Oui, ça a inspiré, clairement.